Bismillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. On fait aujourd'hui la l'AVC ischémique. C'est tout ce qu'on doit savoir sur la l'AVC ischémique. Bon, pour la l'AVC ischémique, c'est la première cause d'handicap moteur acquis. Et c'est la troisième cause de mortalité. On n'a jamais d'AVC dans le polygone de Willis. C'est quoi un polygone de Willis? C'est l'association de deux artères vertébrales plus deux carotides internes. Si atteinte de tronc cérébral, il faut penser à l'artère cérébrale postérieure. Pour faire le diagnostic de l'AVC ischémique, on a l'IRM et la TDM sans l'injection de produits de contraste. Le résultat, on aura une hypersignal ou une hypodensité. C'est pour l'AVC ischémique. Par contre, l'AVC hémorragique, on a une hyperdensité. Donc, pour faire la différence, c'est l'hypodensité pour l'AVC ischémique, l'hyperdensité pour l'AVC hémorragique. Les cibles des chiffres tensionnels diffèrent selon la conduite à tenir. En cas d'AVC sans thrombolyse, on doit respecter le chiffre 22-12. En cas d'AVC avec thrombolyse, le chiffre 18-11. En cas d'AVC hémorragique, 14-9. Le délai de la thrombolyse, c'est 4h30. Le délai de la thrombectomie, c'est 6 heures, mais on doit calculer le rapport pi-nombre sur nécrose. Si c'est supérieur à 1,8, on fait une thrombectomie. Voilà. On fait maintenant un cas clinique ou un dossier pour bien fixer les idées. Madame Yasmina, âgée de 70 ans, est adressée aux urgences neurologiques pour l'apparition brutale 6 heures auparavant d'une lourdeur de l'hémicorps droit, accompagnée de troubles de langage. Cette patiente droitière a comme antécédent une hypertension artérielle, traitée depuis peu par un inhibiteur calcique amlodipine à dose de 5 mg, une dyslipidémie non traitée, une cataracte bilatérale opérée et des infections urinaires récurrentes. 3 mois auparavant, elle a présenté un déficit brutal de la main droite avec lourdeur de la langue ayant duré 5 minutes. Cet épisode a régressé spontanément. À l'examen, la patiente est consciente et présente une aphasie, une hémiplégie droite avec participation faciale et une hypoesthésie de l'hémicorps droit. L'auscultation cardiaque et des vaisseaux de cou est normale, ainsi que le reste de l'examen. La pression artérielle est de 17-12, le pouls est régulier à 90, la fréquence respiratoire est à 23 et la température est à 37. La première question, quelle décision devrait prendre le médecin de garde? Cochez la réponse fausse. Abaisser rapidement sa pression artérielle, pratiquer un prélèvement biologique, admettre la patiente dans une structure adaptée, pratiquer une imagerie cérébrale en urgence, établir une fiche de surveillance. Bien sûr qu'on doit admettre la patiente dans une structure adaptée, unité de soins intensifs, ou là en urgence, ou là une unité de neurovasculaire. C'est systématique. Pratiquer un prélèvement biologique. Au moins un bilan standard, un FNS, type TCK, bilan rénal, bilan hépatique. C'est le minimum. Pratiquer une imagerie cérébrale, oui. TDM sans injection ou là de préférence IRM. Établir une fiche de surveillance, ça c'est systématique devant chaque hospitalisation. Par contre, abaisser rapidement la pression artérielle, non. Ça va aggraver les choses. On doit respecter la pression artérielle au décure de l'infarctus cérébral parce qu'elle est indispensable au maintien d'un débit sanguin cérébral suffisant. Si on fait abaisser rapidement la pression artérielle, ça risque de nécroser la zone de pénombre. Voilà, donc la réponse France, c'est la A. C'est au cas par cas. On a déjà vu ça, le rappel qu'on a déjà fait. La deuxième question, à l'examen, une paralysie faciale est retrouvée. Quelle en est la sémiologie? Cochez la réponse fausse. Elle touche l'hémiface droite, elle intéresse la partie inférieure de la face, elle s'accompagne d'une dissociation automatico-volontaire. C'est une paralysie faciale centrale, elle s'accompagne d'un signe de Charles Bell. La réponse fausse, elle est frappante, mais معليش نروحو au cas par cas. Elle touche l'hémiface droite, oui bien sûr, parce que le déficit est l'hémiface droite. Elle intéresse la partie inférieure de la face, oui. C'est le caractère sémiologique de la paralysie faciale centrale.
parce qu'on est la paralysie faciale centrale. Par contre, le signe de Charles Bell, on le trouve la paralysie faciale périphérique. D'accord? Parce que la paralysie faciale périphérique, elle touche de façon équivalente les parties supérieures et la partie inférieure du visage. Par contre, paralysie centrale, elle touche la partie inférieure de la face. Donc la réponse fausse, c'est la E. Le signe de Charles Bell, on le trouve dans la paralysie faciale périphérique. Pour la dissociation automatique ou volontaire, c'est la symétrie, elle est plus marquée lors des mouvements volontaires exécutés sur consigne que lors des mouvements automatiques. Voilà la dissociation automatique ou volontaire. Donc la réponse fausse, c'est la E. La troisième question, quels sont les éléments qui permettent d'évoquer ce diagnostic d'un AVC? Le déficit neurologique récent, oui bien sûr. L'installation brutale, oui. L'âge inférieur à 50 ans, non. Par contre, l'âge supérieur à 50 ans. L'âge supérieur à 50 ans, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. La patiente Stena, elle a 70 ans. Les signes neurologiques focalisés, bien sûr, la topographie vasculaire. Donc, la réponse fausse, c'est évident, c'est la C. La patiente a présenté 3 mois auparavant un accident vasculaire cérébral transitoire. Ce dernier se caractérise comme suit: l'imagerie cérébrale est normale, le diagnostic est anamnestique, bien sûr, l'examen neurologique est normal à distance, la durée est supérieure à 1 heure, c'est une urgence neurovasculaire. La réponse fausse. L'AIT, c'est quoi une AIT? C'est un épisode bref. C'est un dysfonctionnement neurologique dû à une ischémie focale cérébrale, mais elle ne laisse pas de séquelles cliniques. L'imagerie, elle est normale, pas de séquelles cliniques, le diagnostic est anamnestique, la patiente se trouve que j'avais la bouche qui était déviée, j'ai senti une lourdeur en bas de le fait elle vient à l'hôpital, les signes sont absents. Les signes qu'elle a décrits sont absents. L'examen neurologique à distance, c'est normal. La durée est inférieure à 1 heure, pas supérieure à 1 heure. Rona, c'est un épisode bref. Voilà. La réponse fausse, c'est la D. La TDM cérébrale, son injection de produit de contraste met en évidence une hypodensité triangulaire bien limitée en temporo-parieto-occipital gauche, mesurant environ 6 cm de grand axe. Cette image en faveur de AVC hémorragique, AVC ischémique, infarctus cérébral, une nécrose vasculaire cérébrale, ramollissement cérébral. Là, on se met d'accord qu'on est devant une AVC. Les signes cliniques qu'on a déjà vus, c'est en faveur d'une AVC. Mais AVC hémorragique ou bien AVC ischémique, tout dépend de la TDM cérébrale. TDM cérébrale avec une hypodensité, c'est une AVC ischémique. TDM cérébrale avec une hyperdensité, c'est une AVC hémorragique. Donc, dans ce cas-là, on a AVC ischémique. La bonne réponse, c'est la B. Pendant son admission, la patiente a été mise sous monitoring de la pression artérielle, du rythme cardiaque et de la saturation en oxygène, ainsi qu'une surveillance de la température. Quelle sera la suite de votre prise en charge? Traitement des anomalies hémodynamiques, oui bien sûr, prévenir les complications de décubitus, injecter antiépileptique, pratiquer un ECPE, pratiquer un ECG. Bien sûr qu'on doit traiter les anomalies hémodynamiques, on doit faire une exploration des deux cœurs, des gros vaisseaux. Prévenir les complications de décubitus, bien sûr. On met la malade sous un traitement un traitement, un héparine, l'Ovinox. Pratiquer un ECPE, oui bien sûr, parce que les antécédents de la malade, elle fait des infections urinaires à répétition. Pratiquer un ECG, c'est presque systématique devant chaque malade hospitalisé. Par contre, les antiépileptiques, non. On ne fait pas des antiépileptiques à titre préventif. Si on a une crise d'épilepsie, on fait. Sinon, on ne le fait pas. Donc, la réponse fausse, c'est la C.
La patiente est consciente, la pression artérielle est à 15,10, la température est de 38, les résultats biologiques montrent une glycémie à 1,33, une urée à 0,35, créatinémie à 17, acide urique à 141, cholestérol total à 2,29, cholestérol HDL à 0,45, un cholestérol LDL à 1,37, triglycérides à 2,03, FANSI revenu sans anomalie, l'échocardiographie montre une hypertrophie ventriculaire gauche avec fonction systolique conservée, quels sont les paramètres d'aggravation d'un AVC ischémique à la phase aiguë. À la phase aiguë, hypertension artérielle, hypercholestérolémie, hyperglycémie, hyperthermie, hypotension artérielle. Et non, la réponse TEN, elle est frappante parce qu'on a déjà dit que l'hypertension artérielle à la phase aiguë, c'est pour maintenir un débit cérébral. C'est pas pour aggraver. Elle est indispensable au maintien d'un débit sanguin cérébral suffisant. Donc, ça va améliorer les trucs, pas aggraver. Donc, la réponse fausse, c'est l'hypertension artérielle. Par contre, l'hypercholestérolémie, oui, l'hyperglycémie, l'hyperthermie, l'hypotension artérielle. L'hypotension, elle va, elle va, elle va, elle va faire, elle va favoriser beaucoup plus l'ischémie. Par contre, l'hypertension artérielle hédique, elle est réactionnelle. C'est pour maintenir le débit sanguin cérébral. Au bout de 21 jours d'hospitalisation, la patiente quitte ce service. La fonction rénale est normalisée. Elle est cependant dépressive et présente des séquelles motrices et des difficultés à la parole. Quelles sont les principales mesures à entreprendre? Rééducation fonctionnelle, oui bien sûr. Rééducation orthophonique, oui bien sûr. Équilibre uniquement la pression artérielle. Alors, pourquoi uniquement la pression artérielle? Prescription d'acide acétyl à titre préventif, oui, on doit mettre la malade sous aspégique pour prévenir les autres une autre AVC. Prise en charge psychologique, bien sûr, vu que l'handicap qu'elle a eu. L'accident vasculaire ischémique, la question elle est incomplète, on ne peut pas répondre. Donc on passe à la dernière question. L'AVC ischémique est une affection préoccupante pour les raisons suivantes. Cochez la réponse fausse. C'est une cause fréquente de mortalité, oui bien sûr. C'est une affection grave, oui. C'est la première cause d'handicap neurologique, oui. Le principal facteur de risque, c'est l'HTA, c'est évidemment. Le risque d'infarctus myocardique est moindre, non, il est élevé. Voilà, la réponse fausse, c'est la E. Le risque d'infarctus myocardique est élevé. On a terminé. Merci.